Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue, deuxième jour de la Smile at Work Week. On va attendre que Tout le tout le monde se connecte connecte progressivement. tranquillement. Et on commencera bientôt le deuxième webinaire de la semaine. Bonjour aux nouveaux arrivants. Se connecte tranquillement. Ouais. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes avant de lancer la séance. Avec aujourd'hui Anna Idress, notre intervenante. Bonjour Anna. Bonjour, enchantée. Enchantée. Enchantée, Anna. Bonjour à tous. On commence à venir progressivement. Ouais. Ah oui, ça y est, on est à 15. Oui. Encore une petite minute. Ouais, on va Ouais, attendre une petite minute avant de et faire puis- les présentations. Ça me va. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour de webinaire. Bonjour, bonjour. Ah, on a déjà une petite question. Oui. Bonjour, je n'ai pas de son, est-ce normal? Ah. Non, non, là, c'est pas c'est normal. vraiment de votre côté. Ouais, Je à pense mon qu'il faut avis. activer le son. Il se trouve où sur l'écran? C'est là, en bas à Ouais, en gauche. bas. En bas à gauche. normalement. Il y a la petite Ou alors directement dans les emoticône. paramètres du PC. Ouais. Et du coup, à mon avis, elle ne va pas nous entendre. Ouais. Ah oui. Euh, Et tu peux peut-être répondre dans le chat. Attends. Bon, comme ça laissera le temps à tout le monde d'arriver. Oui. On répond juste et puis on va pouvoir commencer. Hop. OK. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, nous, c'est Laura et Marie, chargées de communication marketing chez Multibureau. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, bienvenue. Donc, on est vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième jour de webinaire de cette 5e édition de la Smile at Work Week. Donc, aujourd'hui, on a donc la durée de ce webinaire, c'est 1 heure, donc présentée par Anna Idress, donc qui est diététicienne et qui prend en charge différentes pathologies et intervient en entreprise pour sensibiliser les salariés à l'équilibre alimentaire. Et voilà, donc aujourd'hui, elle va aborder le sujet de l'alimentation saine, comment améliorer durablement son alimentation avec des petits gestes au quotidien. Voilà, donc la séance, comme je vous ai dit, elle va durer 1 heure. Et pour ne pas déranger l'intervenante, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat et elle y répondra. Prendra le temps de prendre 5-10 minutes pour y répondre à la fin de la séance. Voilà. Voilà, on vous souhaite en tout cas un bon webinaire et on vous retrouve tout à l'heure. On vous laisse la parole, Anna. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Anna Idress, diététicienne. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur les 10 commandements de l'alimentation saine. Donc, on va pouvoir voir en revue les 10 commandements avec des petits exemples de repas aussi en fin de présentation pour que vous puissiez aussi avoir des exemples concrets. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, on va pouvoir commencer. Il est combien? Il est 33, ouais. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc, au niveau des 10 commandements de l'alimentation saine, donc le premier déjà, c'est le poids santé, tu viseras. Alors, qu'est-ce qu'on entend par poids santé? Le poids santé, c'est un poids qui, en général, est plutôt situé dans un IMC, donc dans un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25 kg par mètre carré.
Alors après, il faut savoir qu'il n'existe pas forcément de poids idéal. Le poids va varier en fonction de l'âge, va varier en fonction du sexe, va varier en fonction des dépenses énergétiques, va aussi varier en fonction des étapes de la vie. Un enfant à l'adolescence, une femme enceinte, une personne âgée, en fonction de chaque individu, le poids va varier. Pour un poids santé, il est aussi intéressant de comprendre un peu le fonctionnement ou le concept de balance énergétique. Pour maintenir un poids, quel qu'il soit, il est important d'avoir un équilibre entre les dépenses physiques et les apports énergétiques. Donc, par exemple, pour maintenir un poids santé, les dépenses doivent être égales aux apports. Si dans la journée, on a beaucoup plus de dépenses physiques que les apports, donc que l'alimentation, que ce qu'on va pouvoir manger ou boire, forcément, on va avoir tendance à perdre du poids. En revanche, si les dépenses physiques sont vraiment très faibles, si une personne est sédentaire, mais qu'elle maintient des apports énergétiques qui sont autant importants que si elle a une activité physique, forcément, on va avoir tendance à prendre du poids. Alors, ce concept-là ne se vérifie pas sur une journée ou sur une semaine, mais plutôt sur vraiment du long terme. Si tous les jours, on a l'habitude de se dépenser beaucoup plus que ce qu'on apporte dans l'alimentation, c'est là où on va pouvoir enclencher, par exemple, une perte de poids. Autre point, comment maintenir un poids santé? Tout simplement en ayant une alimentation qui soit variée et équilibrée. En n'oubliant pas les plaisirs, évidemment, mais en ayant un maximum de bons nutriments, de bons aliments pour avoir aussi une bonne santé et permettre de nombreuses réactions dans l'organisme. Pour maintenir un poids santé, il est intéressant aussi d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Il y a des périodes dans la vie où nous avons beaucoup plus envie de manger, beaucoup moins envie de manger. Le stress, par exemple, peut jouer sur les sensations alimentaires. La fatigue peut jouer sur des sensations alimentaires. L'activité physique. Donc, il est important aussi d'être à l'écoute de ses besoins et de ses sensations alimentaires et d'essayer de comprendre, par exemple, s'il y a eu une perte de poids ou une prise de poids, pourquoi il y a eu ce changement-là? Est-ce que mes sensations alimentaires n'ont pas changé? Est-ce que mon mode de vie n'a pas changé? Est-ce que j'ai pratiqué, par exemple, une activité physique qui a été très importante? Ça peut jouer sur les sensations. Donc, pratiquer une activité physique quotidienne, ça, c'est un élément important aussi pour maintenir un poids santé. Le maintien du poids, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est aussi le sommeil, c'est aussi le stress, c'est aussi l'activité physique. L'activité physique va jouer sur le maintien du poids. Avoir un bon sommeil et lutter contre la fatigue, ça peut jouer sur le maintien du poids. Le stress et l'anxiété, plus il sera important et plus ça peut jouer aussi sur une prise ou sur une perte de poids. Le stress et le sommeil, par exemple, vont pouvoir avoir des interactions sur les hormones. Les hormones du stress, comme le cortisol, les hormones de la satiété, les hormones de la faim. Tout ça, toutes ces hormones-là, si le sommeil et le stress ou si le quotidien est perturbé, ces hormones-là peuvent avoir un rôle dans la prise ou la perte de poids. Et dans ces cas-là, on aura beau, par exemple, faire des efforts sur l'alimentation. Si les hormones-là sont en train de nous titiller un petit peu, ça peut jouer sur les effets qu'on veut. Et pour maintenir un poids santé, il est aussi important de sensibiliser dès le plus jeune âge. Donc, les réserves nutritionnelles, les cellules graisseuses se forment dès l'enfance, se forment dès l'adolescence également. Donc, plus on va sensibiliser les jeunes enfants et les adolescents à une alimentation variée et équilibrée, et moins il y aura de déséquilibre aussi plus tard dans l'alimentation et dans la confection, par exemple, des repas ou dans les comportements alimentaires. Pourquoi maintenir un poids santé? Évidemment, pour rester en bonne santé, pour limiter le risque d'apparition de maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des maladies liées à l'obésité, les maladies liées au diabète, les maladies digestives aussi. Donc, toutes pathologies qui peuvent se déclarer plus tard à l'âge adulte peuvent être liées à un poids qui a varié énormément pendant l'adolescence ou pendant l'enfance. On aura une prévalence beaucoup plus importante, par exemple, à des diabètes ou à des maladies cardiovasculaires si l'alimentation est trop riche en produits sucrés ou si l'alimentation est trop riche en matières grasses, par exemple. Voilà. Donc, deuxième commandement, pour le bon rythme, tu opteras. Donc, effectivement, le rythme alimentaire a un impact aussi dans l'alimentation, dans la bonne gestion de l'alimentation.
Donc, en règle générale, le temps de digestion est de 4 heures. Il faut en général 4 heures pour que la vidange gastrique, donc la vidange de l'estomac, se fasse correctement et que les nutriments soient bien absorbés. Évidemment, ça peut varier d'une personne à l'autre. Il y a des organismes ou des métabolismes qui fonctionnent très, très rapidement, d'autres qui fonctionnent très lentement, donc ça peut jouer aussi. En règle générale, je conseille souvent de prendre 2 à 3 repas pris à heure régulière. Donc, plus on va maintenir un rythme régulier et plus ça va favoriser une bonne digestion, un bon équilibre aussi de l'alimentation. Alors, on a les repas, certes, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais on a aussi nos collations. Et je tiens à préciser que les collations ne sont pas forcément pour les enfants ou les adolescents. L'adulte a aussi le droit à sa collation, qu'on fasse une activité physique ou non. Le principe d'une collation, c'est de prendre le temps vraiment de se poser, de prendre un vrai petit repas, ce qui permet potentiellement le matin ou l'après-midi de mieux attendre aussi le repas du soir, le repas du midi, de répartir l'alimentation, de reprendre des forces pour aller faire une activité physique, par exemple. Ça, c'est très important. Et le rythme alimentaire va aussi être adapté en fonction du rythme de vie. Donc, une personne qui a l'habitude de travailler de nuit, par exemple, va avoir un rythme alimentaire qui va être totalement différent d'une personne qui travaille de jour. Une personne qui travaille en 2-8 ou une personne qui travaille que l'après-midi, ça va normalement changer au niveau de l'alimentation. Le but, c'est qu'on prend en compte le rythme de vie de chaque personne pour essayer d'avoir un rythme alimentaire le plus régulier possible. Donc, pourquoi avoir ce rythme alimentaire? Bon, effectivement, pour fractionner l'alimentation et avoir un meilleur équilibre, pour éviter, par exemple, les grignotages, pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, pour favoriser une bonne digestion et pour avoir aussi un sommeil réparateur. Donc, je vois souvent, que ce soit en discutant dans mon entourage ou en consultation, je vois régulièrement des personnes qui me disent « Alors, donc, le matin, je mange bien, le midi, je mange bien et le soir, j'essaye de diminuer un peu les apports parce que je vais me coucher, donc ça ne sert à rien de manger trop, je n'ai pas envie d'être trop lourd quand je vais m'allonger. » Alors, il est important d'avoir un repas qui soit le plus complet possible, y compris le soir, tout simplement parce que le corps a besoin aussi de recharger ses batteries la nuit pour assurer une bonne journée. Donc, le risque, quand on mange, par exemple, un repas qui est beaucoup trop léger le soir, le risque, c'est qu'on perturbe son sommeil, qu'on ait des fringales la nuit et qu'on se réveille, par exemple, le lendemain matin en ayant vraiment une faim trop importante et qu'à l'inverse, le petit déjeuner soit vraiment trop copieux, qu'on se sente trop lourd après. L'idée dans le repas du soir, c'est de ne pas supprimer les féculents, chose que je vois très régulièrement. Les féculents sont riches en glucides, donc en sucre, qui est la principale source d'énergie de notre corps. Donc, si on supprime les féculents le soir, finalement, il nous manque une source d'énergie majeure et il nous manque aussi certains acides aminés, comme la sérotonine, qui est l'hormone de l'apaisement, du bien-être et du sommeil. Donc, les féculents favorisent l'endormissement. Alors, évidemment, on y reviendra tout à l'heure, mais l'idée, c'est de ne pas faire, par exemple, une grosse plâtrée de pâtes et uniquement de pâtes, parce que là, effectivement, ça peut perturber la digestion. Mais des pâtes semi-complètes ou des pâtes complètes ou des bons féculents comme des pois chiches, des lentilles, avec une viande, un poisson, des œufs ou d'autres alternatives végétales et des légumes, ça, c'est un repas très complet qui nous permettra de ne pas être trop lourd après le repas et puis d'avoir un sommeil qui soit assez qualitatif pour le coup. Et il y a aussi le respect de l'horloge interne. Alors, absence de petit déjeuner et jeûne intermittent, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, le jeûne intermittent. C'est finalement quelque chose qui existe depuis très longtemps. Une personne qui ne prend qui ne prend en général pas de petit déjeuner fait naturellement son jeûne intermittent. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire, il est juste à adapter en fonction de la faim de chacun et en fonction du rythme de chacun. J'ai régulièrement des personnes qui n'ont pas faim le matin. Ok, on ne mange pas le matin, mais par contre, si on sait qu'on va avoir faim à 10 heures et que ça va être très dur d'attendre le déjeuner, pourquoi pas prendre une collation le matin pour mieux répartir les repas, pour mieux répartir les apports et arriver plus serein et sans grosse faim le midi au déjeuner. Et là, par conséquent, manger beaucoup plus. Troisième commandement, les fruits et légumes, tu consommeras. Donc, au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, au niveau des fruits et légumes, c'est plutôt 400 grammes par jour, l'équivalent de 5 portions.
En général, ça se matérialise plutôt par 2 portions de légumes et 2 à 3 fruits par jour, en fonction des goûts de chacun. Si possible, on privilégie les fruits et légumes d'agriculture biologique, tout simplement parce qu'il y a moins de pesticides, parce que le cahier des charges est différent et parce que l'intérêt nutritionnel aussi est plus intéressant dans ces aliments. On essaye, si possible, de privilégier les fruits et légumes de saison. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas forcément obligé d'avoir une alimentation 100% de saison, mais plus on essaye d'augmenter son alimentation plus on essaye d'avoir des aliments de saison, et mieux ce sera aussi en termes de nutriments, parce que les tomates, par exemple, en hiver, vont être moins riches en vitamine C, vont être moins riches en fibres que des tomates d'été qui sont vraiment produites en pleine saison. On opte dans ce cas, si vraiment on n'arrive pas à se passer de tomates l'hiver ou de courgettes l'hiver, ce qui est totalement concevable, on peut opter pour des fruits et légumes en conserve ou en surgelé. L'avantage de ces aliments-là, c'est que s'ils sont consommés de manière raisonnée, de manière équilibrée et alternée avec des fruits et légumes frais, ils ont toute leur place dans notre alimentation. Les minéraux sont préservés, par exemple, dans les légumes surgelés. Dans les conserves, si on a l'habitude, par exemple, de prendre des haricots en conserve, des champignons en conserve, on n'hésite pas à prendre, si possible, quelque chose de 100% légumes, donc pas forcément d'ajout de sucre. Et puis, pour essayer de diminuer le sel qui sert de conservateur, on peut, par exemple, rincer ces légumes à l'eau avant de les cuire, pour enlever le sel de conservation. Pourquoi ajouter des fruits et légumes dans son alimentation? Tout simplement pour garantir un apport en fibres. Donc, les fibres, les fibres alimentaires, ce sont des fragments dans l'alimentation qui ont un rôle très, très important pour notre corps. Ils permettent de réguler le taux de sucre dans le sang, ils permettent donc de réguler la glycémie, ils permettent de réguler le poids, tout simplement parce qu'ils régulent justement notre taux de sucre dans le sang, mais ils permettent aussi de favoriser la satiété. On va avoir une satiété différente dans notre assiette si on a, par exemple, des féculents, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la patate douce, du quinoa, etc. Si on a juste une assiette de pâtes, on va avoir faim, alors je caricature, on va avoir faim, par exemple, dans les 2 heures qui suivent, on va avoir beaucoup plus faim dans les 2 heures qui suivent que si on avait pris, par exemple, une assiette de pâtes avec des petits légumes et puis une portion de viande. Tout simplement parce que les fibres, justement, vont permettre de ralentir l'absorption du sucre dans le sang, vont permettre de ralentir la digestion et d'avoir une satiété qui soit beaucoup plus longue. Les fibres permettent aussi de limiter les maladies cardiovasculaires et diminuent aussi le risque de formation de plaques d'athérome, donc de formation d'accumulation de graisse dans la paroi des vaisseaux sanguins, parce qu'elles réduisent le cholestérol. Elles permettent vraiment de réduire cette formation de matière grasse dans les vaisseaux sanguins, donc limite le risque de maladie cardiovasculaire, favorise la digestion aussi. Elles vont avoir tendance à ralentir le transit suivant certaines fibres. Elles vont avoir tendance à favoriser une bonne digestion, favoriser l'équilibre du microbiote intestinal. Donc, le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, de bactéries, de levures, de champignons qui agissent ensemble pour favoriser l'immunité, pour favoriser une bonne digestion, pour favoriser un maintien du poids, pour la bonne humeur, etc. Les fibres ont également, ou les fruits et légumes ont également aussi beaucoup de micronutriments, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux qui participent, par exemple, pour la banane qui contient du magnésium et du potassium, qui participent à un maintien d'énergie, qui participent à diminuer aussi le stress. Dans les brocolis, par exemple, nous avons des particules qui sont très intéressantes pour favoriser la digestion et pour favoriser l'élimination des toxines par le foie. Donc, les légumes ont vraiment un rôle très, très important dans notre alimentation. Il ne faut pas hésiter à en ajouter vraiment à chaque repas. Après, il existe, et ça on verra dans le cadre des exemples de repas, il existe des moyens très faciles d'ajouter les légumes. On n'est pas forcément obligé de faire des repas très, très élaborés. L'ajout de tomates cerises, ça participe à ajouter ces légumes dans son repas, en particulier quand on mange un sandwich, par exemple. 4e commandement, la viande, tu modéreras. Alors, au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, la recommandation au niveau de la quantité de viande, c'est plutôt 500 grammes de viande par semaine.
avec en particulier 250 à 300 grammes de viande rouge par semaine, soit 2 repas. Avec également 150 grammes de charcuterie par semaine, donc plutôt 1 à 2 fois grand maximum de charcuterie par semaine. Et puis le reste, on privilégie si possible la viande blanche. Tout simplement parce que la viande rouge est plus riche en matières grasses et plus riche en acides gras saturés. Donc les acides gras saturés, ce sont des matières grasses, des lipides, qui ont justement la particularité, s'ils sont consommés en excès, de se déposer sur la paroi des vaisseaux sanguins et de favoriser l'apparition des maladies cardiovasculaires. Là, encore une fois, c'est plutôt à nuancer et plutôt à prendre si vraiment la consommation de viande rouge est importante, là, le risque peut se manifester. En revanche, si dans la semaine, on a l'habitude de varier les viandes et de prendre de la viande rouge 2 à 3 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine maximum, il n'y a aucun risque. Vraiment, la viande rouge n'est pas à bannir, ce n'est pas du tout la question que je soulève, mais plutôt voilà, une question d'équilibre et de variation dans l'alimentation. Pourquoi? Effectivement, pour réduire l'apport en acides gras saturés, pour prévenir des maladies cardiovasculaires et puis pour des questions environnementales aussi. Là, c'est en fonction plutôt des croyances de chacun, pour le coup. Dans ces cas-là, si on diminue la viande, par quoi remplacer la viande pour avoir un apport intéressant en protéines sur nos repas? Dans ces cas-là, 5e commandement, poisson, œufs, produits laitiers, tu privilégieras. Donc, au niveau des recommandations pour le poisson, par exemple, on conseille souvent de consommer 2 à 3 portions de poisson par semaine, dont 2 poissons gras. Donc, les poissons gras, ce sont majoritairement le saumon, le thon, les sardines, le hareng et le maquereau. On essaye de privilégier ces poissons-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très riches en oméga 3. Donc, vous avez peut-être dû voir les beurres oméga 3, le beurre Saint-Hubert, etc. Donc, les oméga 3, ce sont des bons gras, donc des lipides, qui se retrouvent principalement dans l'alimentation et en particulier dans les poissons gras et qui ont un rôle très, très important dans l'inflammation, dans la régulation des hormones, dans la vision, dans la mémoire. Donc, ces aliments-là, et en particulier ces acides gras-là, sont très, très importants pour maintenir une bonne santé aussi et pour justement ce rôle anti-inflammatoire. Au niveau des poissons gras, dans ce cas-là, c'est plutôt une fois, au niveau des poissons blancs, pardon, c'est plutôt une fois par semaine, donc tout ce qui est merlu, cabillaud, tout ce qui est colin d'Alaska, etc. Au niveau des produits laitiers, donc auparavant, on était plutôt à 2 à 3 produits laitiers par jour. Aujourd'hui, au niveau des recommandations, on est plutôt passé à 2 produits laitiers par jour et si possible, des produits laitiers variés. Donc, par produit laitier, on entend crème fraîche, lait, donc que ce soit de vache, de brebis ou de chèvre. On entend également tout ce qui est fromage, tout ce qui est yaourt, faisselle, petit suisse, skyr, fromage blanc, etc. Donc, moi, je conseille en général, et c'est plutôt une recommandation universelle, au niveau des fromages, plutôt privilégier une portion par jour, donc plutôt 30 à 40 grammes par jour, soit l'équivalent d'un 8e de camembert ou l'équivalent de cette portion-là de comté, par exemple, tout simplement parce que là encore, le fromage et les produits laitiers peuvent aussi avoir beaucoup plus d'acides gras saturés, ce qu'on peut retrouver dans la viande. Donc, l'idée, c'est plutôt de les consommer de manière raisonnée sur la journée ou sur la semaine. Au niveau des œufs, alors, je conseille de consommer 2 œufs par jour, 2 à 3 œufs par jour maximum. Il n'y a pas du tout de restriction au niveau des œufs et encore moins par rapport au cholestérol. Donc ça, c'est une question que j'ai régulièrement aussi. Le cholestérol présent dans les œufs n'est pas le cholestérol sanguin que l'on peut retrouver dans la formation des plaques d'athérome et dans les maladies cardiovasculaires. Donc, ce sont 2 choses totalement différentes. Et le cholestérol qui est présent dans les œufs nous sert aussi à la synthèse de certaines hormones sexuelles, certaines hormones thyroïdiennes et à la formation du bon cholestérol. Donc, ne surtout pas avoir peur des œufs. Ce sont des aliments qui sont très, très intéressants dans l'alimentation, en particulier pour les personnes qui souhaitent diminuer la consommation de viande, pour des personnes végétariennes ou des personnes flexitariennes. Les œufs sont une très, très bonne source de protéines et puis d'autres nutriments aussi qui sont très intéressants pour notre corps. Dans ces cas-là, si on a l'habitude de consommer régulièrement des œufs, je conseille aussi de consommer des œufs de poule élevés en plein air, si possible d'agriculture biologique, ou bien des œufs bleu blanc cœur. Donc, les œufs bleu blanc cœur, vous avez peut-être déjà dû voir ce label-là. C'est un label qui atteste que les animaux, donc que ce soit les poules ou bien
les cochons aussi pour le jambon, que ce soit des animaux qui ont été nourris aux graines de lin ou à d'autres aliments en fait, qui sont vraiment vérifiés, où il y a un cahier des charges très important. Dans notre cas, pour les œufs bleu blanc cœur, les poules ont été nourries aux graines de lin. Les graines de lin sont des aliments qui sont très riches en oméga 3. Donc, les œufs auront forcément des oméga 3 dans le produit. Donc ça, c'est intéressant si on veut enrichir aussi sa consommation d'oméga 3. Au niveau des oméga 3, ça, on y reviendra tout à l'heure, mais il n'y a pas forcément que dans les produits animaux. On en retrouve aussi dans les règnes végétales. Pourquoi privilégier la consommation de poissons, d'œufs et de produits laitiers, alors que ce soit dans un objectif de réduire la viande ou non? Ces aliments-là sont une excellente source de protéines, d'oméga 3, dans le cadre des poissons gras, dans le cadre des œufs bleu blanc cœur, donc d'oméga 3 anti-inflammatoires, d'iode aussi, qui participe au bon fonctionnement de la thyroïde, donc là c'est principalement pour les produits de la mer, de zinc, donc qui participe aussi à un côté anti-inflammatoire, un côté régulation du sébum aussi dans le cadre de l'acné. Et puis, ce sont des aliments aussi qui sont très riches en sélénium. Donc, le sélénium, c'est un minéral qui permet la cicatrisation et qui permet aussi de prévenir la démence sénile chez les personnes âgées. Les produits laitiers auront un intérêt aussi très important dans l'apport en vitamine D, et l'apport en calcium, donc pour la minéralisation, pour la bonne santé osseuse. Petit aparté, je vois souvent également aussi des consommations importantes de produits laitiers 0%. Donc, par exemple, yaourt 0%, fromage blanc 0%, etc. Ces aliments-là sont dépourvus de matière grasse. Donc, dans le 0%, on enlève la matière grasse. Or, la vitamine D se situe principalement dans les matières grasses. La vitamine D est une vitamine liposoluble, donc qui se retrouve principalement dans les matières grasses, au même titre que la vitamine E, la vitamine K et la vitamine A. Donc, si on supprime totalement les matières grasses de notre alimentation, on a potentiellement moins de vitamine D. Or, la vitamine D aide aussi à la fixation du calcium. Donc, petite notion à avoir, n'hésitez pas à varier les produits laitiers, donc à ne pas supprimer totalement les matières grasses parce qu'elles ont un rôle important dans la fixation du calcium et dans la satiété aussi. Sixième commandement, pardon, donc aux protéines végétales, tu penseras. Donc, les protéines végétales, où est-ce qu'on en trouve? On en trouve principalement dans le tofu, par exemple, ou tous les produits qui sont à base de soja. Dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles corail, pois cassés, pois chiches, lentilles blondes, lentilles vertes, haricots rouges, haricots blancs, tous les légumes secs contiennent énormément de protéines végétales. On en retrouve aussi dans le quinoa, dans les amandes, dans les noix de cajou, alors en proportions différentes, évidemment. On en retrouve également dans la spiruline, dans les farines végétales de pois chiches, d'épeautre, de sarrasin. Donc, dans tous les aliments, finalement, qui sont assez complets et dans toutes les alternatives de tofu, de seitan et de tempeh, tout ça, ça contient des protéines végétales. Pour une complémentarité des protéines, enfin pour un régime végétarien, pardon, ou même pour un repas qui est végétarien à l'occasion, il ne faut pas hésiter à associer les céréales et les légumineuses. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les céréales, donc que ce soit pâtes complètes, quinoa, riz, sarrasin, épeautre, millet, j'en oublie sûrement, mais patates douces, etc. Que ce soit dans ces aliments-là, nous avons des acides aminés. Donc, les acides aminés, ce sont des petits fragments de protéines. Nous avons des acides aminés qui sont très importants pour l'organisme et qu'on ne retrouve pas dans les légumes secs. Et inversement, dans les légumes secs, donc lentilles corail, pois chiches, haricots, etc., nous avons des acides aminés que nous ne retrouvons pas dans les céréales. Donc, pour avoir le total des bons acides aminés et pour avoir suffisamment de protéines sur la journée, il faut avoir les deux dans l'alimentation. C'est pour ça que régulièrement, dans les plats type couscous, on va avoir par exemple du pois chiche et de la semoule. Dans le dal de lentilles corail, on va avoir du riz et des lentilles corail. Dans les plats au Japon, par exemple, on va avoir du riz et des haricots spécifiques. En Inde, on va avoir du riz et des soupes de lentilles, tout simplement parce qu'on aura naturellement tous les acides aminés, tous les fragments de protéines essentiels pour que notre corps reconstitue les protéines et puisse fonctionner correctement.
Au niveau de la fréquence de ces aliments-là, pour les personnes qui souhaitent adopter un régime végétarien et vegan, je conseille de consommer et de faire cette association céréales et légumes secs tous les jours, vraiment pour avoir sur la journée suffisamment d'apport en protéines. Alors évidemment, on peut compléter avec les produits laitiers, avec les œufs, avec le poisson, mais on part du principe que si on reste dans une alimentation végétarienne exclusivement, il faudra bien penser à avoir cet apport-là. Évidemment, en fonction de la tolérance digestive aussi de chacun, parce que parfois, les légumes secs ne sont pas forcément tolérés chez tout le monde. Donc là, ça nécessite aussi certains ajustements. Pour les personnes omnivores, donc qui privilégient par exemple certains repas végétariens de temps à autre, et même pour des personnes qui ont une consommation de viande importante, il ne faut pas hésiter à apporter des légumes secs, tout simplement parce que là, ça rejoint notre côté fibre. Les légumes secs sont très riches en fibres, donc ils permettent aussi de favoriser, par exemple, une bonne digestion, d'avoir différents apports aussi qui sont très intéressants. 7e commandement, les bonnes graisses, tu choisiras. Donc là, on va retrouver les bonnes graisses, dont les oméga 3, qui sont très intéressants. Donc, le rôle des matières grasses, ça va rejoindre aussi le côté 0% des produits laitiers. Les matières grasses sont très importantes dans notre alimentation. Elles sont indispensables, même pour une perte de poids. Elles sont vraiment très, très indispensables parce qu'elles ont un rôle structural. Donc, elles se situent dans la membrane de nos cellules. Elles constituent vraiment un rôle structural dans la membrane de nos cellules. Donc, pour avoir des bonnes cellules, il faut avoir des bonnes matières grasses. Elles ont un rôle d'énergie aussi. Donc, elles ont un apport énergétique important. Elles ont un rôle aussi dans la synthèse de certaines vitamines. On parlait tout à l'heure des vitamines A, de la vitamine D, de la vitamine E qui est antioxydante, donc qui permet de protéger les cellules contre les agresseurs, contre les toxiques. Et elle permet aussi la synthèse de la vitamine K, qui a un rôle dans le microbiote et dans l'équilibre aussi de l'organisme. Elles ont un rôle aussi dans la synthèse des hormones, et en particulier les hormones sexuelles, donc progestérone, œstrogène, dans le cholestérol, et puis dans aussi les hormones thyroïdiennes. Donc, rôle très, très important dans des matières grasses, et il ne faut surtout pas en avoir peur. L'idée, c'est encore une fois de les consommer de manière raisonnée. Les différentes graines, donc on a vu tout à l'heure qu'il existait des acides gras saturés, donc ce sont des petits fragments de matières grasses qui se retrouvent par exemple dans le beurre, dans la coco, dans la viande, dans les produits laitiers, dans le fromage, dans les produits industriels, les chips, etc. Ils sont intéressants à condition, encore une fois, de les consommer en quantité raisonnable. Nous avons en seconde place les acides gras monosaturés ou oméga 9, donc c'est-à-dire qu'il y a, dans la structure, il y a une seule liaison à casser pour la digestion. Donc ça va plutôt se retrouver, on va plutôt en retrouver dans tout ce qui est huile d'avocat, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, par exemple. Donc l'avocat, très très intéressant dans l'alimentation également. On a les acides gras polyinsaturés, donc qui sont des chaînes beaucoup plus longues et qui sont plus difficiles, encore une fois, à digérer. Donc les acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on a beaucoup plus tendance, du fait de notre alimentation moderne, à consommer des oméga 6. Les oméga 6, ça va être l'huile de soja, l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol, l'huile de sésame. Et aujourd'hui, le rapport oméga 3 sur oméga 6 est plutôt égal à 20, tandis que pour une question de santé, le rapport devrait être égal à 5. C'est pour ça qu'on insiste vraiment régulièrement sur la consommation d'oméga 3 pour rééquilibrer un petit peu le rapport et la consommation de bons gras. Les oméga 6, s'ils sont consommés vraiment en quantité très importante, ils peuvent avoir un rôle pro-inflammatoire. À l'inverse, les oméga 3 vont avoir un rôle anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'on essaye de les consommer de manière vraiment régulière. Et on a, en dernier lieu, les acides gras trans. Alors, ils n'existent pas tels quels dans l'alimentation, mais c'est ceux qu'on va créer si, par exemple, on oublie le beurre sur la poêle ou on oublie l'huile sur la poêle et que ça commence à fumer. À partir de là, on a créé des acides gras trans qui peuvent être, s'ils sont consommés vraiment de manière très importante, qu'ils peuvent être cancérigènes. C'est ce qu'on a aussi quand on fait des barbecues et qu'on a l'habitude de cuire sa viande vraiment de manière très importante et vraiment d'avoir une viande semelle, par exemple. Là, on peut créer des acides gras trans. Voilà, donc pour la cuisson, si vous avez un penchant pour le beurre pour la cuisson, n'hésitez pas à mélanger beurre et huile d'olive. Ça va éviter que ça ne crame et que ça crée justement des acides gras trans.
Au niveau des recommandations du plan national de nutrition santé, au niveau de l'apport en matière grasse, c'est plutôt 35 à 40% de la ration énergétique totale. Avec, bon, là on ne va pas forcément rentrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout le but de cette présentation, mais avec justement un apport moins important en acides gras saturés, donc des viandes, comment dire, du fromage, etc. Et une consommation de plus en plus importante de, par exemple, huile de colza, huile de lin, huile de cameline, huile de noix, d'avocat, de graines de lin, de graines de chia, de graines de courge, etc., qui ont justement beaucoup plus d'oméga 3 intéressants pour notre corps. On privilégie, si possible, l'huile d'olive pour la cuisson, parce qu'à la différence du beurre, c'est une huile qui, justement, supporte des fortes températures. Donc, elle ne va pas créer, justement, ces acides gras trans. On privilégie, si possible, le beurre cru et fermier ou bien d'agriculture biologique, tout simplement parce qu'on aura effectivement un meilleur apport en vitamine D, par exemple, et en matière grasse. Et on opte pour compléter aussi son apport en bonne matière grasse, on opte si possible pour des oléagineux non salés. Donc tout ce qui est amandes, noix de cajou, noisettes, etc. Au niveau des recommandations, au niveau des quantités, ça c'est souvent une question que je reçois également, plutôt 25 grammes par jour maximum, parce que ça reste quand même des aliments qui sont quand même énergétiques, donc qui apportent quand même des calories. Donc plutôt une poignée, donc l'équivalent de 20 à 25 amandes par exemple par jour, c'est tout à fait raisonnable et ça ne perturbe pas une perte de poids par exemple. 8e commandement, les féculents succulents, tu privilégieras. Donc, comme je disais au tout début de la présentation, on ne me supprime pas les féculents, s'il vous plaît. Ils sont très, très importants. Donc, qu'est-ce que sont les féculents? Donc, ce sont des aliments oui, qui appartiennent à la famille des glucides. Donc, les glucides, ce sont les sucres qui sont indispensables pour notre organisme. C'est vraiment le carburant de notre organisme. Je fais souvent le parallèle avec la voiture. La voiture, pour fonctionner, pour rouler, elle a besoin d'essence ou de gasoil. Notre corps, pour fonctionner, il a besoin de glucides, son principal substrat. Et les glucides-là, on va les retrouver dans les produits sucrés ou dans les féculents, à condition, encore une fois, de choisir des bons aliments de bonne qualité et en quantité raisonnable. Au niveau des féculents, ce sont principalement les céréales, donc tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le blé, l'avoine, le sarrasin, l'épeautre, etc. Les légumineuses, donc les légumineuses ont la particularité d'être à la fois des féculents et à la fois des protéines végétales. Donc, légumineuses, c'est principalement lentilles, haricots, etc. Les légumes racines, les tubercules, donc tout ce qui est pommes de terre, patates douces, etc. Les féculents sont des aliments du règne végétal qui sont riches en glucides complexes. Donc, les glucides complexes, il existe deux types de glucides, deux types de sucres. Les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides simples, on les retrouve principalement dans les bonbons, la confiture, le chocolat, les pâtes tartinées, les produits sucrés, et puis les glucides complexes dans tout ce qui est moins raffiné et plus complet. On ne supprime pas non plus les produits sucrés. Consommés en quantité raisonnable, ils sont encore une fois intéressants. Ils permettent aussi d'avoir un certain plaisir dans l'alimentation. Et puis, ça permet d'avoir un certain équilibre. Au niveau des féculents, je conseille d'en consommer à chaque repas, de les accompagner si possible de protéines, donc œufs, poissons, viande, protéines végétales ou produits laitiers, de légumes et puis nos bonnes matières grasses. Ça, c'est vraiment l'assiette équilibrée. On privilégie si possible le pain complet, le pain aux céréales, les pâtes ou le riz complet, la semoule complète, tout simplement parce que dans ces aliments-là, on a beaucoup plus de fibres. Nos fibres étant des éléments importants pour la satiété, pour la régulation du taux de sucre dans le sang, pour la digestion, pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas obligatoire que ce soit à chaque repas, mais si on a la possibilité de privilégier, par exemple, un midi des pâtes complètes, le soir du riz blanc, le lendemain une farine semi-complète pour son pain, voilà, c'est tout aussi intéressant. On a notre fameuse portion de légumineuses au moins 2 fois par semaine. Donc, je reviens sur le pourquoi consommer des féculents, donc pour l'apport en fibres, pour une meilleure gestion de la glycémie, pour aussi des vitamines du groupe B. Donc, les féculents sont une source intéressante de vitamines du groupe B qui permettent aussi la production d'énergie. Les féculents, s'ils sont complets, ont aussi un rôle prébiotique.
Donc, prébiotiques, c'est la bonne source d'aliments pour nos probiotiques. C'est-à-dire que les prébiotiques vont servir d'aliments pour les bonnes bactéries, les bons micro-organismes, les bonnes levures, pour qu'elles agissent en faveur d'un équilibre du microbiote intestinal. Au niveau des féculents, qu'ils soient semi-complets ou non, on aura des minéraux, des vitamines, etc. qui seront importantes. Et puis, dans le cadre de nos légumineuses ou bien du quinoa qui est très riche en protéines, ça constitue une source intéressante de protéines végétales pour les personnes qui souhaitent diminuer la viande, par exemple. 9e commandement, le sucre, tu limiteras. Donc, on en vient à notre fameux sucre. Donc, au niveau des recommandations, ce n'est pas plus de 25 à 30 grammes de sucre libre par jour, soit l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre, sauf cas particulier. On évite, si possible, les sucres cachés et pour ça, on lit les étiquettes. Donc, exemple très simple, la ratatouille, par exemple, que l'on retrouve en conserve ou les soupes que l'on peut retrouver en conserve, parfois, on va avoir du sucre dans ces aliments-là. Donc, sur l'étiquette, vous verrez sucre, tout simplement parce que ça va venir casser l'acidité de la tomate. C'est un principe de fabrication. On ne peut parfois pas éviter, mais si vous avez la possibilité, par exemple, d'aller dans le rayon bio et d'éplucher les étiquettes, parfois vous trouverez des préparations qui ne contiennent pas forcément de sucre, ou bien fait à partir de jus de betterave ou fait à partir de carottes qui vont naturellement sucrer la préparation. On essaye, si possible, donc, de limiter les plats préparés. Si on n'a pas forcément envie de cuire des légumes et de faire une ratatouille, si on n'a pas forcément le temps, on peut très bien opter pour une ratatouille surgelée qui ne contiendra pas forcément de sucre, ou bien de légumes vraiment mélangés bruts, et puis de les faire revenir soi-même à la poêle pour avoir aussi une question d'équilibre entre le temps et puis la préparation. Pour limiter les produits sucrés, on favorise aussi, ou pour limiter le sucre dans l'alimentation, on favorise aussi des aliments à index glycémique bas. Alors là, l'index glycémique, c'est le taux de sucre qu'on peut avoir dans un aliment. Donc, le sucre blanc, par exemple, aura un index glycémique beaucoup plus élevé que le sucre complet, tout simplement parce que dans le sucre complet, on aura des fibres. Le pain blanc, par exemple, aura un index glycémique beaucoup plus élevé que le pain complet. C'est encore une fois la notion de fibres qui est importante. L'idée, c'est de varier, mais d'avoir aussi en tête que l'apport en protéines, l'apport en lipides, l'apport en fibres va diminuer naturellement le taux de sucre, enfin, va diminuer le taux d'absorption de sucre dans le sang lorsqu'on va consommer un aliment. Pour expliquer, si on consomme un cookie, par exemple au goûter, si on consomme un cookie seul, ça ne va pas avoir le même impact dans le sang que si on consomme un cookie avec un fruit et un yaourt, par exemple. Si on consomme un cookie seul, on va avoir un apport de sucre très important d'un coup dans l'organisme. Donc là, ça peut perturber nos niveaux de sucre et perturber nos hormones. Si on consomme un cookie et qu'on ajoute un yaourt, par exemple, on va ajouter naturellement des protéines et des bonnes matières grasses du yaourt. Et les protéines et les matières grasses du yaourt vont emprisonner, entre guillemets, les molécules de sucre du cookie et vont faire que ça va se déverser plus lentement dans le sang. Donc, ça va moins perturber nos hormones et moins perturber l'arrivée du sucre dans le sang. Et donc, forcément, ça ne va pas jouer sur la glycémie. Et puis, dernier point, on favorise effectivement les sucres complets. Donc, si on veut sucrer son yaourt, par exemple, ça va être plus intéressant de rajouter, par exemple, du sucre coco, du sucre muscovado, du sucre complet. Ça va être plus intéressant de le rajouter dans son yaourt que du sucre blanc. Encore une fois, pour l'apport en fibres et pour la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Pourquoi limiter le sucre? Tout simplement parce que ça reste un apport calorique supérieur et ça reste aussi un problème majeur de santé publique. On sensibilise aussi, si possible, dès le plus jeune âge au niveau des produits sucrés. Donc, l'histoire du cookie, ça marche aussi pour les enfants. Ne pas hésiter à proposer un yaourt ou un fruit en accompagnement d'un produit sucré pour diminuer effectivement le risque de diabète, le risque d'obésité et le risque de pathologie associée. Pour une femme enceinte, pour limiter le risque de diabète gestationnel, par exemple. Et pour éviter aussi les coups de pompe et les fluctuations du niveau d'énergie dans la journée. Donc, si on mange, par exemple, si on a l'habitude, par exemple, de manger un cookie au petit déjeuner ou juste une brioche avec du sucre ou du Nutella, par exemple, au petit déjeuner, on a potentiellement plus de risque d'avoir faim à 10 heures que si on mange notre brioche, notre Nutella, un yaourt et un fruit le matin. Vous verrez, peut-être que si vous avez l'habitude, par exemple, de faire ça, ou ça marche aussi pour le pain en confiture, pain, beurre, confiture plus yaourt, on va avoir une satiété beaucoup plus longue par rapport à pour la journée et puis pour tenir beaucoup plus sur le repas.
Et dernier point, parce que je vois que le temps file, dernier commandement, à l'eau, tu penseras. Donc, l'eau, ça reste une boisson très, très importante qu'on a tendance à négliger aussi, soit parce qu'on ne ressent pas forcément la sensation de soif, soit parce qu'on oublie, soit parce qu'on n'a pas le réflexe. Donc, l'idéal, c'est de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour minimum. Si on a l'habitude d'avoir une dépense physique importante, évidemment, là, on rajoute beaucoup plus d'eau. Je conseille pour vraiment essayer d'adopter ça au quotidien, d'avoir une consommation d'eau assez importante au quotidien, je conseille de boire 1 à 2 verres d'eau le matin à jeun. Tout simplement pour éviter d'oublier son verre d'eau et tout simplement aussi pour relancer le système digestif, pour relancer le corps qui ont été presque en repos pendant la nuit. Donc, ça permet aussi de relancer un petit peu la machine. Je conseille de boire aussi dans la matinée, de boire après le repas, de boire pendant le repas, mais pas forcément en trop grande quantité au risque de perdre un petit peu la sensation de faim. Et puis après un effort physique parce que tout simplement on perd de l'eau et des minéraux lorsqu'on transpire. On essaye si possible de boire avant d'avoir soif, de prendre une bouteille d'eau ou une gourde avec soi. Donc, pourquoi pas avoir une gourde au bureau, de prendre par exemple une bouteille d'eau pétillante pour essayer de varier, de prendre une eau aromatisée, de changer aussi les eaux. Pourquoi pas une Vichy Ceinture, pourquoi pas une Planquette, pourquoi pas une eau riche en magnésium, une Contrex, une Hépar, etc. pour varier aussi les plaisirs. Et puis, si on a du mal à boire, il ne faut pas hésiter dans un premier temps à se mettre un rappel tout simplement sur son téléphone ou à essayer de trouver des astuces. Moi, par exemple, j'ai ma gourde avec moi sur mon bureau ou bien je sais que j'ai l'habitude de boire un thé l'après-midi. Pourquoi pas, une fois que j'ai terminé mon thé, pourquoi pas mettre de l'eau dans ma tasse. Comme j'ai le réflexe de boire dans cette tasse-là, en fait, je vais avoir le réflexe naturellement de boire de l'eau. Donc, ça peut aider. Et pourquoi boire de l'eau? Tout simplement parce que notre corps est composé à 60% d'eau. Donc, c'est très important de pouvoir lui en apporter pour qu'il fonctionne correctement. C'est indispensable pour éliminer les toxines, pour le cerveau, pour l'humeur, pour les muscles, pour la fatigue, pour le maintien du poids, pour éviter aussi d'avoir de l'irritabilité, pour l'acné chez certaines personnes. Voilà, donc l'eau a un rôle très indispensable pour notre corps et il ne faut surtout pas hésiter à le négliger. Voilà. Et dernier point que j'oubliais, qui fait partie aussi des commandements que j'aimerais rajouter, c'est en pleine conscience, tu te nourriras. Donc ça rejoint le principe de nos sensations alimentaires. L'idée, c'est de prendre le temps de bien manger. Et je dis ça en particulier pour les personnes qui ont l'habitude de prendre une pause déjeuner très, très courte ou de manger devant l'écran. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de déconnecter aussi et pour le coup, de se reconnecter à ses sensations alimentaires, de mastiquer pour apprécier aussi ses bouchées, de poser sa fourchette ou sa cuillère entre chaque bouchée, tout simplement pour favoriser une bonne digestion, pour aussi profiter, pour voir comment on en est aussi au niveau de la satiété. Parce que si on a tendance à être les yeux rivés sur un écran, on va avoir tendance à manger, et finalement, on n'écoute pas forcément ses sensations alimentaires. Et pour les personnes qui ont du mal à vraiment faire une pause ou qui sont très stressées, qui sont vraiment dans le rush toute la journée, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre le temps de prendre quelques inspirations avant de manger. Alors, régulièrement, je propose l'application RespiRelax qui met en place des exercices de respiration. C'est de la cohérence cardiaque. Ça prend maximum 5 minutes, mais même si on n'a pas envie forcément de prendre son téléphone avant le repas, voilà, on peut se poser, quitte à fermer les yeux, on prend le temps de respirer et je trouve qu'on vient différemment aussi devant son assiette et ça nous permet de vraiment prendre le temps de déconnecter. Voilà. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions-réponses avant de passer à des exemples de repas pour qu'on puisse être dans les temps. Oui, pas de souci. J'ai vu qu'il y avait des questions. Oui, du coup, j'ai répondu en direct au tout. Parfait. C'était plutôt des questions techniques. Ok. Je sais qu'il y a des personnes qui ont essayé de lever la main. Malheureusement, depuis le chat, ça ne marchait pas. Alors qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions dans l'onglet questions et réponses parce que ça ne fonctionne pas dans l'onglet discussion. N'hésitez pas à nous partager. Voilà. Alors, la première question, que pensez-vous du Guy. Guy. Comment on le prononce? G-H-E-E pour la cuisson. Le G.
Voilà, Alors, donc, le je vais ghee, pas c'est faire un d'erreur. beurre clarifié. Oui. C'est une méthode ancestrale qui est très utilisée dans les médecines ayurvédiques ou les médecines douces ou holistiques. C'est un beurre qui est très, très intéressant. Alors, pour le coup, c'est très onéreux. Donc, si vous avez la possibilité de le faire maison, c'est encore mieux parce qu'un pot de ghee, c'est aux alentours de 8-9 euros en Biocop. C'est un beurre, en fait, qui supporte très bien la cuisson, pour le coup, et qui est vraiment dépourvu de lactose. Donc, pour les personnes qui sont très intolérantes au lactose, ça permet de consommer du beurre et d'avoir le goût du beurre sans avoir les côtés, les risques d'inconfort digestif pour ces personnes-là. Donc, je conseille de l'utiliser pour la cuisson, de les mettre dans les gâteaux. C'est un très, très bon aliment, mais là, ça dépend pour le coup du budget. Ça marche. Merci beaucoup, Anne. Merci, Anne. On a une question sur la spiruline. Pouvez-vous en dire plus sur la spiruline? Oui, alors la spiruline, c'est un très bon aliment, très riche en protéines et en fer. Pour le coup, au niveau des spirulines, c'est comme tout, on peut en trouver de sources vraiment différentes. Donc l'idéal, c'est si possible de trouver une production française. Donc on en a de plus en plus. Je sais que dans les Côtes-d'Armor, par exemple, il y a une production de spiruline. Je trouve que c'est un bon apport et un bon complément en fer, mais ça ne constitue pas, par exemple, dans un régime végétarien, ça ne constitue pas une source principale de fer. Ça ne constitue pas, enfin, ça ne remplace pas à 100% la viande. L'idée, c'est de varier, mais en complément alimentaire ou en poudre ou en paillettes dans les yaourts, c'est très intéressant, à condition d'aimer, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie en termes de goût. Ok, merci beaucoup. Ok. Alors, quel livre vous conseillez de lire pour avoir une alimentation saine? Quel Livre, Quel si livre? vous avez des livres à livre. conseiller. Alors, non, pour le coup, je n'ai pas forcément de livre comme ça à proposer parce que ça dépend des convictions de chacun. Ça dépend des régimes alimentaires de chacun. Alors, j'ai un livre. Alors, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Parce que j'avais c'est une Bible de l'alimentation, mais je ne le vois pas là. Alors, ce que je conseille déjà dans un premier temps, c'est d'éviter de se tourner vers des livres 100% alimentation IGBA, 100% alimentation sans gluten, 100% alimentation sans lactose, etc. Parce que je trouve que ça incite à l'apparition de troubles du comportement alimentaire et ça incite aussi à avoir peur de consommer certains aliments. Ça incite à certains déséquilibres aussi parce que changer son alimentation du tout au tout sans l'aide d'un professionnel de santé, ça peut aussi occasionner des carences, des troubles, des manques de vitamines, des manques de minéraux, etc. Alors, aujourd'hui, en plus de ça, il existe une multitude de livres. Ce que je conseille pour avoir des recettes et des idées de repas, c'est plutôt les magazines. Je sais que Dr Good Food, il est bien. Je sais que Vital Food aussi, c'est pas mal. Healthy Food, c'est pas mal également. Je trouve ça bien comme préparation, enfin comme magazine. Ça permet aussi d'avoir des recettes. Je m'en inspire régulièrement. Là, j'en vois, là, j'en ai pas mal à côté. Il y a pas mal de recettes. Et après, voilà, au niveau des livres, je reviens surtout sur certes, les aliments IGBA, c'est pas mal, mais ça ne doit pas constituer son alimentation, enfin, ça ne doit pas être 100% suivi à la lettre dans le sens où tous les aliments ont leur place dans l'alimentation à condition d'être consommés de manière raisonnable. Ok, super. Okay, merci voilà. beaucoup. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions avant que Anna vous partage ses idées recettes. Voilà, on a encore un petit peu quelques minutes si vous voulez en profiter pour poser vos questions. Je pense que tu vas pouvoir, tu vas pouvoir Ok. enchaîner sur les recettes. Parfait. Alors, du coup, pour donner des exemples un petit peu concrets par rapport à toute cette théorie-là, donc plutôt des exemples de repas rapides à préparer pour le déjeuner, mais même pour le soir, ça fonctionne aussi. Donc, je vais déjà commencer par une assiette idéale omnivore. Donc, si on reprend un peu tous les principes qu'on a vus ou tous les commandements qu'on a vus tout à l'heure, au niveau de l'assiette idéale omnivore, donc c'est plutôt une portion de protéines animales, donc viande, poisson, œufs, une portion de féculents, pâtes, riz, patates douces, pommes de terre, sarrasin, quinoa, nouilles de riz, etc. Une portion de légumes,
et notre fameuse portion de matière grasse. Donc, au niveau des quantités, ça dépend encore une fois de chaque personne, ça dépend des conditions de vie, ça dépend du rythme de vie, etc., des pathologies. Mais en général, c'est plutôt 50% de légumes pour la fameuse satiété, les vitamines, les minéraux, etc., un quart de féculents et un quart de protéines. La matière grasse, dans ces cas-là, par exemple, pour la cuisson d'un steak haché, ça va être de l'huile d'olive, ou ça peut être un peu d'avocat, ou ça peut être une portion de graines, par exemple, dans une salade. Et ensuite, on termine son repas avec, par exemple, un produit laitier et puis un fruit. Ce n'est pas forcément obligatoire, ça dépend de chacun. Le fruit peut être remplacé par un carré de chocolat si on a déjà mangé, par exemple, son fruit le matin, son fruit à la collation et son fruit le soir. Il n'y a pas forcément de règles précises. Et il faut toujours aussi avoir cette notion de plaisir dans l'alimentation. Ça, c'est très important. Pour un exemple, oui, au niveau de l'assiette idéale omnivore, admettons qu'on reprenne l'exemple du steak haché. Donc, on peut faire un steak haché cuit avec de l'huile d'olive. On peut mettre à côté une purée de courgettes, par exemple, et puis des pommes de terre sautées à la poêle ou des pommes de terre rôties au four. On ajoute par exemple une noisette de beurre dans la purée de courgettes ou bien de l'huile d'olive dans le steak haché ou bien on peut mettre par exemple des noisettes concassées sur la purée de courgettes pour le côté gourmandise et pour avoir l'apport en matière grasse et en oméga 3. Si on prend par exemple le principe d'une tarte, parce qu'il y a beaucoup de repas aussi avec des tartes ou des sandwichs, par exemple, on a oublié de prendre son repas, on n'a pas de lunchbox, on est obligé d'aller à la machine ou bien d'aller à Carrefour, par exemple, acheter un repas. Ben, on peut prendre un sandwich et puis on complète avec des tomates cerises, par exemple, pour avoir les légumes. On peut prendre une tarte avec du thon, des tomates et de la moutarde et puis compléter avec une bonne portion de salade verte, une vinaigrette à l'huile d'olive et puis des graines de lin, par exemple. Ça, c'est un plat équilibré. Si on rentre à la maison le soir et qu'on a la flemme de préparer à manger, parce que ça arrive, on peut faire un croque-monsieur maison avec du bon pain complet ou du bon pain en céréales, une tranche de jambon, du bon fromage, si possible, pas du fromage à croque-monsieur qu'on retrouve dans les sachets plastiques, mais vraiment une bonne portion de fromage parce que c'est ce qui permet aussi de profiter de bons produits et d'avoir vraiment les vrais goûts des aliments. Eh bien, on fait son croque-monsieur et à côté, on prend une salade verte, une salade de roquette avec une vinaigrette à la moutarde, par exemple. C'est un plat qui est très simple, très rapide, mais qui reste équilibré, pour le coup. Si on veut la partie, des options végétariennes, on reste évidemment sur le principe féculents, protéines végétales, légumes et matières grasses. Dans le cadre de notre assiette avec du steak haché, purée de courgettes et pommes de terre, eh bien, on peut remplacer le steak haché par soit, si on est plutôt dans une optique de conserver la consommation de poisson, on peut faire cuire un pavé de saumon, par exemple, au four. Si on est dans une alimentation 100% végé ou vegan, eh bien, on peut faire revenir un peu de tofu avec de l'huile d'olive et du sirop d'érable à la poêle, par exemple. Un peu de tempeh, qui est du soja lactofermenté, un peu de tempeh revenu au four avec de l'huile d'olive et des épices. On peut ajouter un peu de lait de coco aussi pour mélanger tout ça. Pour notre fameuse tarte, on peut faire une tarte, par exemple, champignons comtés et puis tofu fumé à la place d'une viande ou du thon. Et puis, on complète toujours avec une salade de roquettes, de l'huile et puis des graines. Si on veut faire, par exemple, un croque-monsieur, on peut mettre un croque-monsieur avec du houmous, qui est très riche en protéines végétales. On peut mettre une tranche de fromage et puis une tranche de tofu fumé, par exemple. Ou on peut faire une galette végétale avec des lentilles corail qu'on écrase, qu'on mélange avec un œuf, qu'on mélange avec aussi des farines pour épaissir et des petits légumes, et ça nous fait des galettes végétales. Et on conserve toujours la portion de légumes. Par exemple, on fait une salade de concombres pour profiter des derniers concombres. Ou en hiver, on peut faire un velouté de potiron, par exemple, à côté. Ça nous fait une portion de légumes et ça nous permet d'avoir un croque-monsieur ou un sandwich froid, par exemple, avec une portion chaude aussi de légumes. Ça, c'est tout à fait possible. Pour une personne qui ne souhaite pas manger, par exemple, de tofu
d'alternatives au soja ou bien de tartes à base de tofu, eh bien, une assiette avec un peu de lentilles corail, du riz et des légumes, ça nous fait quelque chose de très complet. Et pour les matières grasses, on rajoute éventuellement un peu d'avocat ou des graines de lin ou des noix ou du lait de coco, par exemple, ou de la crème de coco pour lier les aliments ensemble et éviter que l'assiette ne soit trop sèche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres points? Moi, j'avais une petite question, du coup, j'en profitais. Ouais. Est-ce que les produits laitiers sont bons pour le système digestif? Parce que je Alors, sais qu'on entend un peu de tout et son contraire sur les produits laitiers, et du coup, c'est vrai que ça peut engendrer certaines intolérances au lactose, ballonnement, etc. Donc, exactement. Il y a des écoles pour tout. Il y a des écoles aussi pour le soja, pour la viande, pour les produits laitiers. Alors, au niveau des produits laitiers, l'idée, c'est de pouvoir varier les produits laitiers. Donc, d'avoir notre fromage et d'avoir notre yaourt, notre fromage blanc, faisselle, petit suisse, etc. Si quelqu'un ressent un inconfort digestif et qu'il pense que ça vient des produits laitiers, l'idéal, c'est de stopper la consommation sur 3 semaines pour voir si vraiment c'est une source majeure d'inconfort digestif. En transition, on peut aussi privilégier, si possible, les yaourts de chèvre ou les yaourts de brebis qui sont moins inflammatoires et qui sont mieux tolérés aussi sur le plan digestif, tout simplement parce qu'il y a moins de lactose. Alors après, je tiens aussi à préciser que dans les yaourts, le lactose est éliminé par l'égouttage. Dans le process de fabrication, on a beaucoup moins de lactose que si on consomme, par exemple, du lait tel quel. Donc, dans l'immédiat, si vraiment on veut conserver les produits laitiers, pourquoi pas se tourner vers des yaourts de brebis ou de chèvre, du lait de chèvre ou de brebis, des fromages à pâte pressée cuite, en évitant par exemple tout ce qui est burrata, mozzarella, etc., qui contiennent beaucoup plus d'eau et donc beaucoup plus de lactose. Et si vraiment avec ça, on a encore des inconforts digestifs, des ballonnements, etc., pourquoi pas exclure totalement ça de son alimentation pendant 3 semaines et voir ce qu'il en est. Alors après, c'est vrai qu'on accuse souvent les produits laitiers, mais parfois une consommation trop importante de fibres ou une consommation trop importante de crudité peut être aussi à l'origine d'un confort digestif. Donc l'idée, pour vraiment identifier si un aliment cause des inconforts digestifs, l'idée c'est vraiment de noter ces aliments, enfin noter ces repas sur un journal, donc par exemple de le faire sur 2 ou 3 semaines, de noter ce qu'on a mangé matin, midi et soir dans une colonne alimentation, et une colonne sur la digestion par exemple, et chaque jour ou après chaque repas ou en chaque fin de journée, on peut noter si on a eu des inconforts digestifs, et puis on peut essayer de remonter. Ah bah tiens, là je remarque que j'ai eu des inconforts digestifs 2 fois dans la semaine, est-ce qu'il n'y a pas des aliments que j'ai mangés 2 fois et qui pourraient en fait me permettre de faire un lien entre les inconforts et tel ou tel aliment? Ça, c'est aussi un exercice qui est possible de faire à votre échelle. Après, si vraiment ça persiste, l'idée, c'est aussi de voir un professionnel de santé qui pourrait vous aider à identifier si ça ne vient pas du type d'alimentation, si ça ne vient pas du fractionnement de l'alimentation, si ça ne vient pas voilà, du temps aussi de mastication, du temps de repas. D'un manque d'hydratation, par exemple. Tout ça, ça peut jouer sur les ballonnements ou sur les inconforts digestifs. Ok, très clair. Merci. On a une autre question, Anna, qui est sur tout ce qui est jeûne intermittent. Ouais, nous en dire un petit peu plus. Ouais, alors ça, c'est une question qui revient vraiment à chaque fois. Alors, je ne suis pas pour ou contre le jeûne intermittent. Le tout, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Si c'est faire un jeûne intermittent dans un objectif de perte de poids, ce n'est pas forcément la bonne option parce que le principe du jeûne intermittent, c'est de ne pas supprimer un repas, mais plutôt de le placer dans des heures bien précises. Donc, si on supprime un petit déjeuner, par exemple, l'idée, c'est de placer ce petit déjeuner-là en collation l'après-midi pour s'assurer d'avoir ces 3 repas par jour. Si on supprime le dîner, l'idée, c'est d'avoir dans la journée ou au maximum vers 17h, un dernier repas pour avoir tous les apports possibles. Le risque et l'inconvénient, je trouve, dans un jeûne intermittent, c'est qu'on supprime parfois un plat salé. Et donc, on supprime aussi la possibilité d'avoir suffisamment de fibres, suffisamment de légumes, suffisamment de protéines dans son repas. Parce que, admettons qu'on commence son repas sa journée par un petit déjeuner à 11h et qu'on prenne un bon petit déjeuner, mais qu'ensuite on prenne juste un repas le soir. Finalement, on enlève la possibilité d'avoir un fruit, on enlève la possibilité d'avoir des fibres telles que les pâtes complètes, le pain complet, etc. Et on enlève la possibilité d'avoir des légumes.
à condition, si jamais la personne fait un brunch, là, c'est possible d'avoir tout ça. En général, dans un brunch, on a rarement une assiette de tomates, on a rarement une soupe. On a plutôt des œufs au plat avec de l'avocat ou des gaufres, par exemple. Donc, le jeûne intermittent, pourquoi pas, mais à condition d'être éventuellement accompagné dans un premier temps pour vraiment s'assurer d'avoir tous les apports, les vitamines, les minéraux, d'avoir une bonne répartition alimentaire et puis vraiment dans un objectif de confort digestif aussi ou d'organisation. Ou si on préfère se lever plus tard et puis aller directement au travail, pourquoi pas, mais à condition de bien réfléchir à son alimentation derrière. Ok. Merci pour la réponse. Merci à Avec toi. plaisir. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous voulez poser vos questions. Sinon, ouais. On pourra arrêter tranquillement. Ouais. De toute façon, si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à les envoyer, à les envoyer à Goldmap, à Marie-Liesse, comme ça elle pourra me les communiquer et puis moi j'y répondrai avec plaisir ou on pourra voir comment faire. Y a pas de Super. souci. Ok, Parfait. super. Bon, Écoute, je pense je pense que on peut arrêter. Ok. Merci en tout cas à vous, Anna. Merci Anna, merci, c'était très clair et hyper intéressant. Donc, j'espère que ça a plu aux participants. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Et à très... un bon appétit. Voilà. Également. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Anna. Au revoir. Au revoir.